bonjour à tous. On est désolé pour ces 8 minutes de retard. Merci, bonjour à tous de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire. On vous remercie vraiment de votre présence. On espère qu'on n'a pas trop bousculé vos agendas. On a essayé en mettant ça entre midi et 2 que vous puissiez caler ça parce qu'on avait un délai de prévenance un petit peu court. Donc, on fait ce webinaire sur la prévention de la bronchiolite. Parce que vous savez que la campagne de communication nationale on l'attend très très prochainement, va prochainement être lancée et que par ailleurs, le nouveau traitement Beyfortus est à disposition depuis le 15 septembre et à l'hôpital et en ville. Donc, il nous a semblé important de faire cette campagne assez tôt pour que tout le monde ait l'information à temps. Alors, évidemment, vous étiez en première ligne l'année dernière, donc vous avez vu comme cette épidémie en 2022 qui était assez incroyable et par sa précocité et par son intensité a pu désorganiser notre système de santé, que ce soit en ville ou à l'hôpital, avec énormément de consultations en urgence demandées, en ville et à l'hôpital encore, et énormément d'hospitalisations, hein, puisqu'il y a eu jusqu'à 45 000 hospitalisations en France sur l'hiver 2022-2023. Donc, c'est vrai que l'arrivée du Beyfortus, là, nous donne, on va dire, un grand espoir sur la saison à venir. On espère que ça va permettre d'avoir une saison plus facile à gérer pour vous et qu'on compte beaucoup sur cette campagne de prévention. Alors, qui continuera évidemment à insister sur les gestes barrières. On a pu voir comment ils étaient efficaces pendant la pandémie où il n'y a quasiment pas eu d'épidémie de bronchiolite. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. On remercie les docteurs Cross et Lefebvre. Alors, le docteur Cross travaille au CHU de Brest, qui est pneumopédiatre, qui va faire la première intervention. Et puis, le docteur Lefebvre, qui est néonatologue au CHU de Rennes, qui fera la deuxième intervention. Leurs deux interventions seront suivies par un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Nous, on les note. On pense plutôt faire un temps de réponse en fin de webinaire. Et la deuxième chose, c'est que si vous deviez quitter ce webinaire avant ou s'il y a des collègues qui n'ont pas pu y assister, le webinaire sera enregistré et puis on le mettra sur le site de l'ARS. Voilà, donc là, il faut que je fasse une petite manipulation pour partager l'écran, puisqu'on n'a pas réussi à connecter le docteur Cross autrement que par téléphone. Donc, c'est moi qui vais mettre son webinaire. Vous allez me dire si vous le voyez. Hop, je vais me mettre comme ça. Et diapo 1. Donc, docteur Cross, je vous laisse parler, puis vous me demandez de tourner les diapos. En tout cas, on vous entend très bien. Très bien. OK. Donc, Pierre Cross, je vais vous parler, moi, d'un petit peu de théorie sur le Beyfortus pour essayer de vous convaincre, de convaincre les parents de le faire, puisque c'est un peu ça l'enjeu, hein, c'est d'arriver à protéger le maximum d'enfants et que les parents soient convaincus, et ils vont l'être à travers vous. Donc, je vais vous donner les éléments pour que vous puissiez convaincre les parents. Suivante. Donc, c'est tout petit, je vais essayer d'agrandir. Donc, on va rapidement parler de cette prévention de la bronchiolite. Donc, deux piliers, les mesures barrières qu'on va revoir rapidement et surtout ce nouveau traitement, mais qui n'est pas obligatoire. Alors, attention à ne pas fourcher. Moi, ça va m'arriver plein de fois. Ce n'est pas un vaccin, c'est une immunisation. Et donc, il faut faire attention à ne pas fourcher pour justement contrer tous les gens qui pourraient être anti-vax.
Et donc, on va parler longuement du B fortus, donc le nirsevimab, qui est une immunoglobuline. Suivante. Donc, la bronchiolite, vous connaissez, c'est un syndrome qui est lié principalement au VRS dans 50 à 75% des cas. Donc, il est lié, mais pas forcément. Au VRS, tous les autres virus peuvent donner, la grippe, le rhinovirus. En ce moment, on a un peu de Covid qui va nous donner de la bronchiolite. Donc, c'est pour ça que l'ANA, quand il parlait de triple épidémie, c'est pas vraiment le mot à utiliser. Hein. Il peut y avoir une épidémie à VRS, mais en tout cas, la bronchiolite n'est pas reliée juste au VRS. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça touche les moins de 2 ans. Ça entraîne énormément de passages aux urgences, comme on va voir, avec beaucoup de consultants en médecine de ville. Et donc, avec plein de réseaux qui se sont créés, qui nous permettent d'analyser un petit peu les épidémies. Suivante. Donc, c'est très lourd. C'est vraiment la première pathologie chez l'enfant, enfin en pédiatrie, en tout cas chez les moins de 2 ans. Il faut comprendre que le VRS, c'est un virus ubiquitaire. On va tous y passer. On va tous faire notre première infection à l'âge de 2 ans. Ensuite, on fera encore des infections. Mais les formes les plus graves vont être réservées qu'à 2 populations. Les tout petits, donc les nouveau-nés particulièrement et les petits nourrissons, mais aussi les sujets âgés. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait évoquer une autre fois sur est-ce qu'il ne faut pas protéger les sujets de plus de 65 ans. En tout cas, aujourd'hui, on est sur le tout petit et donc on va parler de ces derniers. Le meilleur marqueur de la survenue de l'épidémie de VRS, ça reste la bronchiolite du nourrisson, puisque chez nous, adultes, on va avoir uniquement un rhume ou une rhinopharyngite ou une toux, mais on ne va pas développer de symptômes respiratoires. Donc, on va pouvoir suivre ce VRS uniquement grâce à la bronchiolite. Suivante. Donc, le VRS, c'est un iceberg. Hein, ça ne donne pas que des pathologies graves, ça donne des pathologies graves, mais pas que chez l'enfant. Alors, évidemment, on meurt très peu d'une bronchiolite aiguë. Le taux de mortalité est de 0,01, je crois, hein, mais vraiment très peu. Mais il occasionne énormément d'hospitalisations chez le tout petit, mais pas que. Et la deuxième erreur à ne pas commettre pour vous et pour les parents, pour leur expliquer, c'est confondre bronchiolite et VRS, puisque je vous ai dit qu'à peu près 50% des bronchiolites ne sont pas dues à VRS, et que le VRS ne se donne pas que de la bronchiolite, il est capable aussi de donner des pneumopathies infectieuses, c'est même sa première cause. C'est aussi la première cause ou l'une des premières d'otite moyenne aiguë chez l'enfant. Il va s'associer avec le pneumocoque, il va donner des symptômes grippaux et plein d'infections respiratoires non spécifiques. Donc, le VRS n'est pas le seul responsable et le VRS ne donne pas que de la bronchiolite. Donc, il va aussi entraîner des infections autres. Donc, le problème du VRS, c'est que l'immunité est peu durable. Il est classique de faire 2 réinfections fréquentes dans le même hiver, c'est-à-dire qu'on peut en faire une au début de l'épidémie et une deuxième à la fin de l'épidémie. Donc, c'est pour ça qu'on a des problèmes avec le vaccin notamment, et puis même les immunoglobulines, parce que jusqu'à présent, voilà, vous connaissez peut-être le Synagis qui ne protège qu'un mois, et même si on s'infecte, on va encore avoir ces immunoglobulines qui vont pas durer, et donc on peut en faire 2. Le taux d'anticorps chez la maman vont être faibles et vont diminuer très rapidement. Donc, voilà, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'on a eu du mal à trouver un traitement. Suivante. La définition est variable. En 2019, on a changé de cadre. On a dit c'est le premier épisode chez le moins de 1 an. Et celle-là, c'est la bronchiolite. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Ensuite, avant 2019, on disait c'était avant l'âge de 2 ans et le deuxième, ça compte aussi. Bien sûr, il va falloir intégrer ça dans une histoire clinique. Même si la définition internationale, c'est du moins de 1 an, on peut faire ce qui ressemble à une bronchiolite, ou en tout cas ce qu'on peut appeler une bronchiolite jusqu'à l'âge de 2 ans, surtout quand on est en pleine période épidémique et quand c'est le premier épisode, même quand on a 15 mois ou 18 mois. Les formes typiques sont les plus fréquentes, mais vous pouvez avoir des formes non typiques comme pas de sibilant, pas de détresse respiratoire aiguë, des freins, une toux et un encombrement. La part du VRS, elle va varier en fonction de l'âge, c'est-à-dire qu'elle est plus fréquente chez le tout petit, chez l'épisode, il est plus souvent chez le premier, et en plus quand on a des antécédents d'atopie. En plus, le VRS, c'est un virus plutôt grave, c'est-à-dire que le niveau de gravité d'une bronchiolite est plus important avec le VRS qu'avec les autres virus. Alors, qui va être hospitalisé? C'est là où on rentre dans le cœur du sujet.
vous voyez que les hospitalisés, ce sont 89%, enfin pour 89%, ce sont des enfants à terme, ou 87% des enfants qui sont en bonne santé. C'est-à-dire que la stratégie qui était utilisée, c'était de protéger les plus vulnérables. Donc c'est efficace avec le palivizumab, mais en tout cas, on se rend compte, et on a bien vu l'année dernière, c'est que c'est des enfants qui sont nés à terme et qui sont en bonne santé, qui représentent l'immense majorité des enfants hospitalisés. Alors pourquoi? C'est juste parce qu'ils sont plus nombreux et que le VRS va les toucher comme tous les autres, sauf que comme ils sont plus nombreux, ils vont être plus hospitalisés. C'est pour ça qu'il y a un changement de stratégie. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc, il y a beaucoup de données de l'Île-de-France, puisqu'ils sont des réseaux qui sont de surveillance qui sont forts. Là, vous avez 4 épidémies superposées avec des variations énormes. Vous voyez que celle en rouge, en très plein, je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas accès au diaporama, c'est l'épidémie de l'année dernière qui a été très précoce et très intense, comparé aux épidémies des 2 années, avec l'épidémie du Covid qui était très faible, liée aux gestes barrières. Suivante. Hop, je veux bien la diapo suivante. Oui, j'essaye de la passer, mais ça ne passe plus. Ah. Ok. Alors, ça va. Donc, ça y est. Non, il faut ça y est, encore. Non, on est toujours sur la... Ah, alors, je vais arrêter le partage et le recommencer. Il faut retenir des épidémies, enfin de ce qui s'est passé pendant 4 ans. D'abord, c'est les gestes barrières. Les gestes barrières ont permis de lisser complètement, et même pendant un moment donné, pendant la première épidémie de Covid, on n'avait plus d'enfants hospitalisés, on n'avait plus de bronchiolite. Et quand la collectivité a repris, la bronchiolite a repris, on a eu une épidémie qui s'est complètement décalée dans le temps et qui est survenue au mois d'avril-mai à peu près. Et donc, ensuite, les épidémies ont encore été modérées grâce au masque qui a été mis-enlevé, jusqu'à l'année dernière où il a été complètement enlevé. Et à ce moment-là, on a eu une explosion du VRS, probablement à ce qu'on appelle une dette immunitaire, qui a fait qu'on a eu des virus qui étaient beaucoup plus virulents chez des enfants qui n'avaient jamais été exposés, ni par leurs grands frères, ni par leurs parents, ou alors parce qu'ils étaient trop petits, avec des virus qui se sont largement diffusés. Donc on a eu, pour expliquer l'année dernière, la conjonction de 2 choses, d'avoir une épidémie qui est très précoce, avec une population qui n'était absolument plus protégée d'un virus dont on sait déjà que la protection elle est assez courte. J'arrive. Hein. Je suis désolée. Alors, je ne sais plus où... Ouais, je refais. Alors, on va parler du jet de barrière très vite pendant que ça recharge. Il faut les conseiller même en cas d'immunisation, puisque ce n'est pas du 100%. Donc, voilà, c'est revenu. Vous pouvez passer celle-là. Hop, on va passer un tout petit peu, puisque du coup, on en a parlé. Donc ça, c'est les épidémies. Et donc là, on est sur la pandémie de Covid avec le renforcement des gestes barrières. Et celle d'après encore, la dette immunitaire qui est encore débattue, hein, c'est l'immunité de cohorte faible. Nous, on a vraiment eu l'impression sur plein d'aspects pneumopédiatriques que toutes les épidémies ont été plus sévères avec des conséquences plus importantes chez l'enfant. Et donc, je vous propose de passer directement aux gestes barrières, qui sont de limiter la circulation du virus. Et donc, il y a des choses qui sont vraiment simples, mais qu'il faut rappeler à chaque fois. C'est se laver les mains, ça on le sait, mettre des masques quand on est malade. Et peut-être que la chose qui est moins fait par les parents, c'est d'aller dans les lieux très fréquentés et clos pendant la période d'épidémie. Donc supermarché, transport en commun, restaurant, tout ça, il faut essayer de ne pas le faire et de ne pas embrasser bébé quand on est malade.
Donc ça, vous connaissez, je vais passer, mais vous avez des petits dépliants qu'il ne faut pas hésiter à donner aux parents pour rappeler encore l'importance de ces gestes barrières. Et on est d'autant plus convaincu qu'on a vu que c'était extraordinaire. Ça a permis d'arrêter toute l'activité autour de la bronchiolite et des autres virus la première année du Covid. Alors, vous allez pouvoir passer encore. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet du Beyfortus. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. La preuve de concept, elle date de 1993. Donc, ça fait 30 ans. Le premier anticorps, il date de 1998. Donc, une année assez emblématique pour la France. Mais en tout cas, voilà, ça fait 98 et ça fait 25 ans, on va dire. Et en 2022, donc soit l'année dernière, on a le nirsevimab qui est apparu. Donc avant, on avait le palivizumab qui est le Synagis qui était largement administré à tous les enfants prématurés. Suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que le Beyfortus? Ça, c'est le nom commercial. Sa DCI, c'est le nirsevimab. C'est un anticorps monoclonal qui va se lier à des protéines du VRS et qui va inhiber la pénétration du virus dans la cellule et qui va le neutraliser. L'avantage, c'est que ça marche tout de suite. Ça veut dire que dès que vous allez injecter le médicament, hop, il va être protégé et il va diminuer donc les IVRS, infections virales respiratoires, dues au VRS. Et donc, il va être encore plus puissant même que le palivizumab, qui est le Synagis, à la fois in vitro, mais surtout in vivo. La différence principale qu'on attendait, c'est une durée de protection qui va être d'au moins 5 mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment injecté, à la minute où vous injectez, ce pendant 5 mois, l'enfant va être protégé contre le VRS. Alors, il y a eu plusieurs études pour la mise sur le marché. Et je pense que même si on ne va pas les détailler, c'est important que vous les connaissiez pour pouvoir rassurer les parents. Par exemple, pour l'étude Harmonie que je présenterai à la fin, la première chose qui nous a permis d'inclure les patients, c'est que le nirsevimab, le Beyfortus, a été utilisé chez les prématurés. Il a été utilisé chez enfants qui étaient nés entre 29 semaines et 34 semaines, chez 1450 prématurés contre placebo, dans une étude sur une épidémie en 2016. Suivante. Chaque étude que je vous présentais se présente un petit peu pareil. On va regarder, on va sélectionner une population, on va obtenir leur consentement, bien sûr, les inclure et les comparer soit au nirsevimab, soit au placebo. Et on va regarder un petit peu ce qui va se passer dans l'année qui suit, donc dans les 5 mois qui suivent, en termes d'infection et d'hospitalisation. Donc ça va être la même chose pour toutes les études, même si je ne vais pas détailler. Et donc cette première étude, donc suivante, chez le prématuré, montre un effet spectaculaire. Vous voyez qu'il y a 70% de diminution d'infection des voies aériennes liées au VRS, confirmée par une PCR dans les 150 jours qui suivent, avec une courbe de Kaplan-Meier. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais rapidement, c'est le délai avant la première crise, en fait, enfin le premier événement. Donc là, l'événement, c'est une infection. Et vous voyez que le nirsevimab, la courbe est pratiquement plate, alors que la courbe placebo descend avec une pente assez abrupte. Et donc, on voit bien la différence de temps entre la première infection, qui est beaucoup plus précoce avec le placebo que le nirsevimab. Donc, première étude chez le prématuré, donc chez le nouveau-né vraiment fragile, montre que ça marche. Hop, ensuite, il y a une étude qui a sauté. Donc, ça réduisait aussi les hospitalisations de 78%, avec pareil un délai qui est diminué. Allez-y ensuite. Oui, ce qui est important de cette étude, c'est que ça marchait d'autant plus chez le tout petit. Vraiment, on voit bien, vous voyez, quand ça coupe la ligne du milieu, on ne peut pas interpréter. Par contre, dès que c'est sur la droite, c'est en faveur du traitement, la gauche en faveur du placebo. Mais quand ça coupe le milieu, on peut pas interpréter. Et là, on voit que dans cette étude, plus l'enfant était petit, plus c'était efficace, d'où l'idée de vacciner une population très jeune immédiatement après l'accouchement. Suivante. Là, deuxième étude, ils ont pris le nouveau-né à terme, donc au-delà de 35 semaines. Là, ils ont pris 3000 nourrissons et ils l'ont comparé à une solution saline 0,9%. Ils ont inclus 2 fois plus de Beyfortus que de placebo et ils ont regardé ce qui se passait. Allez-y. Et là encore, une réduction spectaculaire. Vous voyez, à chaque fois, le petit p, il est significatif. Et donc, on a une diminution d'environ 74% des infections. Et pareil, vous avez cette courbe Kaplan-Meier qui montre que la ligne du nirsevimab, elle est pratiquement plate.
Et par contre, le placebo, ça diminue très rapidement, qui montre qu'il y a beaucoup plus d'infections quand on injecte le placebo. Suivante. Donc non seulement, et ça c'était intéressant de cette étude, ça diminue les bronchiolites AVRS, mais ça va aussi diminuer, avec un risque relatif diminué de 23,6%, le risque de prescription d'antibiotiques et de visites complémentaires pour d'autres infections. Donc ça va en plus diminuer la charge de santé, le coût de santé, et puis l'accès aux antibiotiques grâce à la protection anti-VRS. Suivante. Ce qui va vous intéresser et qui va pouvoir aussi vous motiver, motiver les gens, c'est que la tolérance est excellente. Il y a un tout petit peu plus de fièvre, mais modérée après l'injection. Il peut y avoir une réaction, une douleur, une induration lors aussi d'injection, mais quand on regarde par rapport au placebo, on a à peu près la même chose. Alors c'est sûr que chez l'enfant à qui on n'injecte rien, on n'aura pas de réaction aussi d'injection parce qu'il n'y aura pas de site d'injection, mais comparé au placebo, on a la même chose. Et il a été décrit de rares éruptions cutanées complètement inspécifiques dans les jours qui suivent l'infection, mais c'était très rare. En tout cas, les effets indésirables sont très, très peu fréquents et en tout cas sont très modérés, avec aucune réaction grave, en tout cas, c'est ce qu'on attend, aucun décès évidemment lié au traitement et aucune réaction locale. Alors, ce que les gens vont pouvoir vous dire, c'est « mais attendez, on n'a pas de recul ». Bon, c'est sûr que sur cette molécule-là, on en a moins, mais on manipule les anticorps anti-VRS depuis 1993. Donc, on a quand même un recul de 30 ans sur ces anticorps-là. Suivante. La dernière qui a tout déclenché, c'est l'étude Harmonie qui a eu lieu l'année dernière, qui a traité tous les enfants, quel que soit l'âge, et donc on leur proposait d'entrer dans l'étude, soit ils avaient le nirsevimab, soit ils n'avaient rien du tout. Suivant. Donc c'est une étude qui a eu lieu en France, en Allemagne, en Angleterre. Ils étaient partis pour inclure beaucoup plus de patients, mais on a réussi à en inclure 8058, ce qui est quand même beaucoup. Hein. La France en a inclus 2000, je crois. Il y a eu 250 sites. C'était à la fois en ville et à la fois à l'hôpital. On les a suivis pendant un an avec, vous voyez, 4000 nirsevimab et donc 4100 avec principalement des tout petits, en fait, des 0,3 mois pour presque la majorité. Et cette étude-là a montré un effet spectaculaire. On a une réduction de 83% des hospitalisations AVRS chez une nourrisson de moins de 1 an ayant reçu une seule dose. Donc 83,21%, c'est énorme, avec un petit p, vous voyez, largement significatif. Vous avez 75% des infections à AVRS, infections respiratoires, qu'elles soient hospitalisées ou non. Et surtout, vous avez 58% de diminution de toutes les hospitalisations pour infections respiratoires, qu'elles soient dues ou non au VRS, sans intervention. Donc ça a marché aussi, ça a diminué aussi les autres hospitalisations. Donc ça a vraiment diminué Excusez-moi, j'ai le chat qui apparaît en même temps, donc ça me perturbe un peu et je ne peux pas le bouger. Donc une diminution de 58%. Hop, suivante. Alors qu'est-ce qu'on en attend, nous, du nirsevimab? On y place beaucoup d'espoir. Donc ça, c'est une projection qui a été faite par l'ARS Île-de-France, mais qui vaut pour nous parce que c'est tous les passages de toute la France. Vous voyez que le nombre de passages en 2022-2023 était de 60 000. On attend à donc c'est 50% de couverture de la zone cible et 50% de l'efficacité clinique, donc vous voyez que c'est déjà faible. Et en faisant juste ça, en partant sur des projections faibles de nombre de gens qui acceptent cette immunoglobuline et l'efficacité, on aurait 15% à peu près de cas évitables. Alors quand je vous dis 15%, ça paraît pas beaucoup, mais sur 60 000, ça fait 9 000 passages en moins aux urgences. Et en termes d'hospitalisation, on a sur la même projection 28% de cas potentiellement évitables. Ça fait 7 225 hospitalisations en moins chez le moins de 6 mois. Donc, ça fait quand même beaucoup d'enfants en moins qui vont être hospitalisés. Et donc, on imagine qu'on va être beaucoup moins surchargé en termes à la fois de consultation et d'hospitalisation. Suivante. Alors, si vous voulez retenir quelque chose de tous ces topos-là, ça marche. Et ça va marcher d'autant plus qu'on s'y prend tôt, au début de la saison, et que l'enfant est tout petit. Vous voyez, cette diapo que j'ai empruntée au professeur Cohen, elle montre que l'intérêt est maximum en début de saison, donc c'est pour ça qu'il ne va pas falloir tarder.
falloir vous y mettre tout de suite. Hein. En maternité, ça a déjà commencé. Et puis, plus l'enfant va être petit, d'où l'intérêt de les prendre en maternité, plus ça vaut le coup de le faire. Plus aussi, il y a des facteurs de risque. C'est-à-dire que ceux qui étaient déjà sous palivizumab, de toute façon, la question ne se pose pas. Ils auraient reçu le Synagis, mais là, on va pouvoir leur donner le nirsevimab. Mais les autres, ceux qui sont un peu border, il ne faut pas hésiter à leur proposer très rapidement le nirsevimab. Donc, alors moi excusez-moi, parce que ce n'est pas la présentation la dernière, parce que je n'ai pas pu présenter. Je voulais vous parler juste de l'indication. Elle est pour tous les nourrissons qui sont nés depuis le 6 février 2023 au cours de leur première saison d'exposition au VRS. À partir du 15 septembre, on peut le faire dans différents endroits, et ma collègue va en parler. La prise en charge, elle est sans facturation aux patients. Les contre-indications, il n'y en a pas ou très peu, puisque ça va être l'hypersensibilité au produit, donc une réaction au produit, mais bon, elle est imprévisible et elle est rarissime. Vous voyez qu'il n'y en a aucune qui a été décrite dans les 4 études que je vous ai présentées. Et l'autre contre-indication qui est relative, c'est les troubles de la coagulation, mais comme les vaccins. Le message, c'est que l'efficacité, elle est démontrée contre les infections des voies aériennes. La tolérance, elle est excellente et il faut faire une seule injection. Donc, on a vraiment tous les arguments pour convaincre les familles d'accepter, et puis j'espère vous convaincre vous aussi, si vous n'étiez pas, d'injecter par une seule injection le Beyfortus au début de la saison. Je rappelle que je n'ai pas de lien d'intérêt avec le Sanofi et que je le fais même si j'ai participé à l'étude Harmonie. Aucun intérêt, donc mes actions ne vont pas s'envoler puisque je n'en ai pas. Donc voilà, je parlais en libre conscience. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à ma collègue. Donc, merci beaucoup pour ce topo très complet et très intéressant. On va en effet maintenant laisser la parole au docteur Claire Lefebvre du CHU de Rennes qui va nous parler des circuits de prescription et d'injection. Je vous laisse la parole. Alors, on ne vous entend pas par contre, docteur Lefebvre? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, allez-y. Bonjour, donc je suis le docteur Claire Lefebvre, je suis pédiatre dans le service de néonatologie du CHU de Rennes. Je suis en charge de la campagne du Synagis auprès de nos petits patients vulnérables depuis déjà quelques années. Après du coup cette première partie concernant le fléau hivernal que représente la bronchiolite et cette nouvelle molécule à notre disposition, moi je vais vous présenter le circuit de prescription hospitalier et ambulatoire. Lors de la présentation, nous aborderons en première partie le circuit de prescription du Beyfortus, qui va comprendre l'information sur le produit, la prescription, sa distribution, son injection et enfin sa traçabilité. Il s'en dégagera 2 parcours d'immunisation distincts, le parcours hospitalier et le parcours ambulatoire. Et enfin, on discutera de l'organisation qu'on essaye de mettre en place au CHU de Rennes. Tout d'abord, on va parler du circuit de prescription du Beyfortus. Donc, pour toute prescription, il faut en premier lieu informer les parents de l'existence de ce nouveau médicament disponible, d'où l'intérêt d'avoir des arguments à leur donner, que vous a donné mon collègue précédemment. L'information doit être délivrée par tous les professionnels de santé, les médecins, sages-femmes, puéricultrices, infirmières, pharmaciens. Elle doit être idéalement délivrée en anténatal pour laisser un temps de réflexion aux parents, de leur laisser se renseigner de leur côté s'ils le souhaitent. L'information postnatale est bien sûr possible, mais le postpartum immédiat et les suites de naissance ne sont pas des moments où les parents sont les plus disponibles aux nouvelles informations parce qu'ils sont fatigués, stressés, ils reçoivent déjà plein d'informations sur divers sujets. Et en plus, il y a plein d'hormones pour les mamans qui ont déjà accouché, elles savent de quoi on parle. Donc, pour les parents qui n'ont pas reçu l'information au vu de la date de naissance de leur enfant, donc qui sont nés avant le 15 septembre, l'information peut être délivrée par la sage-femme libérale ou le médecin en charge du suivi de l'enfant. Elle doit être délivrée oralement lors d'une consultation en restant bien sûr disponible aux questions des parents. On peut leur fournir un support écrit auquel ils peuvent se référer ultérieurement ou trouver des informations complémentaires. Chaque établissement peut produire son propre document d'information ou utiliser ceux réalisés par les sociétés
sa vente. Par exemple, le document réalisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament à destination des parents où il y a un petit QR code qui peut flasher pour plus d'informations. La prescription du Beyfortus, elle peut se faire soit par le médecin, soit par la sage-femme. Le décret du 14 septembre 2023, qui a été publié le 15, modifie la liste des classes thérapeutiques ou médicaments autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription auprès des nouveau-nés. Et du coup, ça leur autorise la prescription et l'injection du Beyfortus. La prescription est obligatoire pour la délivrance du médicament et elle doit être nominative. Il existe 2 dosages de seringues pré-remplies, une seringue de 50 mg pour les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 5 kg, celle qui a un petit piston violet, ou une de 100 mg pour ceux pesant plus de 5 kg. Le Beyfortus n'étant pas un vaccin mais un anticorps monoclonal, les pharmaciens n'ont à ce jour pas le droit de prescrire ni injecter le produit. Nous allons désormais aborder la distribution du Beyfortus. Donc, les établissements de santé et les pharmacies de ville peuvent commander le médicament directement auprès du laboratoire Sanofi. Il n'y a pas, comme pour d'autres médicaments, de grossistes ou de centres d'achat. Il existe un formulaire en ligne qui est disponible sur le site de Sanofi, dont voici le lien. Et quand on clique sur ce petit lien, on tombe sur le formulaire où les pharmaciens ont des liens de connexion. Les pharmacies hospitalières ont reçu une dotation de produits, principalement des doses de 50 mg pour l'administration en maternité aux nouveau-nés durant la période épidémique du VRS. Les pharmacies hospitalières peuvent commander des doses directement auprès de Sanofi en passant par le formulaire en ligne. Les pharmacies d'officine sont plus concernées par les commandes des 2 dosages. La commande doit être faite par le pharmacien sur le formulaire en ligne lorsque les parents se présentent avec leur ordonnance nominative à la pharmacie. Les pharmaciens ont la possibilité de commander les doses une par une ou de faire une commande groupée mais nominative de maximum 5 doses et donc peut-être qu'ils peuvent faire cette commande groupée en fin de journée. La livraison du Beyfortus se fait en moyenne en 3 à 4 jours ouvrés, ce qui peut extendre le délai de livraison à 6 jours des fois lorsqu'on a des week-ends. La molécule est prise en charge par l'État dans le cadre d'un contrat signé par Santé publique France. Le prix révèle d'un cadre contractuel et non d'un tarif de remboursement, donc il n'est pas public. Il est mis à disposition sans facturation auprès des parents sans avance de frais, ayant ou non une couverture sociale. L'injection, elle peut se faire par les médecins, les sages-femmes grâce au décret du 14 septembre et les infirmières ou infirmières puéricultrices par délégation médicale. L'injection doit être réalisée dans l'idéal après une antalgie, comme habituellement pour les vaccins, soit une mise en place d'EMLA. Ça peut être de manière concomitante au sein d'une solution de G30 ou plusieurs de ces petits moyens en même temps. Ça se fait bien sûr après désinfection locale dans la face antérolatérale des cuisses. Et chez les nouveau-nés ou les nourrissons, on ne le fait pas au niveau de la fesse parce qu'il y a un risque de lésion du nerf sciatique. On peut co-administrer un vaccin le même jour s'il y a bien 2 sites d'injection distincts qui sont séparés de moins 2,5 cm entre les 2 points d'injection, ou une autre immunoglobuline, par exemple si une maman a l'hépatite B, des anticorps contre l'hépatite B, la varicelle, ou des immunoglobulines polyvalentes. Alors dans certains textes, il y a marqué qu'il n'est pas recommandé de réaliser l'injection en cas de fièvre ou d'épisode infectieux aigu modéré ou sévère, ou si bien sûr l'enfant a déjà une infection documentée à VRS puisqu'il a déjà fait sa propre immunothérapie. Par contre, si les enfants ont une petite fièvre modérée, on peut faire l'injection. Et comme vous a dit mon collègue, du coup, la seule contre-indication, c'est l'hypersensibilité à la substance ou des troubles de la coagulation. Dans les établissements de santé, comme dans les maternités, pour la saison 2023-2024, l'injection peut être faite pour tous les nouveau-nés nés à partir du 15 septembre 2023 et ce durant la période épidémique du VRS. Donc pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se finir. Souvent, c'est février-mars, mais les autres autorités de santé nous rediront. Après avoir passé une commande nominative pour chaque nouveau-né à la pharmacie hospitalière. En ville, y compris dans les PMI, il y a 2 situations possibles. Soit l'enfant est né entre le 6 février 2023 et le 14 septembre 2023, ou est un enfant vulnérable qui correspondait aux enfants qu'on appelait Synagis avant. La prescription va être réalisée par le médecin de ville en charge de l'enfant. Les parents devront se rendre en officine afin de commander, puis se faire délivrer le produit.
et faire réaliser l'injection par leur médecin lors d'une seconde consultation ou d'une infirmière avec une ordonnance pour réalisation de l'injection. Pour les nouveau-nés qui sont nés après le 15 septembre 2023, qui n'ont pas été immunisés en maternité, une ordonnance est remise par le pédiatre ou la sage-femme lors du séjour en maternité. Les parents commandent le produit à la pharmacie de ville, comme on a dit précédemment, et ils peuvent faire réaliser l'injection par la sage-femme libérale, par le médecin lors de la visite médicale de la 2e semaine, par la PMI ou une infirmière libérale. La traçabilité du produit, elle est spécifique. La distribution de la spécialité Beyfortus requiert une traçabilité et un suivi des injections tout au long de la saison de circulation du VRS. À la date du 18 septembre, les pharmaciens étaient encore en attente d'une notice spécifique pour les pharmaciens sur leur modalité technique de transmission des informations sur l'utilisation du Beyfortus. Les pharmacies hospitalières doivent déclarer leur stock sur un site qui s'appelle e-Dispostock chaque semaine, et l'organisation du circuit doit permettre de déclarer les injections par patient et par enfant pour savoir ceux qui ont pu reçu ou pas. Et du coup, pour les pharmacies d'officine, le suivi et la facturation se fait grâce à la carte vitale de l'enfant ou des parents pour les nouveau-nés qui ne sont pas encore inscrits sur la carte vitale de l'enfant. Pour les pharmacies d'officine, donc le Beyfortus, il va être inscrit dans la base des médicaments de l'assurance maladie. Et dans le cadre de la mise à disposition du Beyfortus, l'Agence nationale de sécurité du médicament a mis en place une surveillance renforcée des effets indésirables au travers d'une enquête de pharmacovigilance nationale. Nous allons reprendre le circuit du Beyfortus selon 2 parcours d'immunisation existants. Donc, on a parlé d'un parcours plutôt hospitalier et un ambulatoire. Donc pour ça, je me suis permis de prendre quelques petites diapositives à l'ARS d'Île-de-France qui a déjà fait un webinaire sur le sujet avec les différents partenaires existants, les établissements de santé ou les pharmacies d'officine et les intervenants autour de l'enfant, le médecin, le pharmacien, la sage-femme, l'infirmier ou les parents. Le parcours d'immunisation hospitalier commence dans l'idéal lors d'une consultation prénatale, qu'elle soit ambulatoire ou hospitalière, avec la sage-femme, l'obstétricien ou le médecin traitant, qui informe les parents sur les gestes barrières dont on a bien parlé et l'existence du Beyfortus. La femme accouche. Le lendemain de l'accouchement, la sage-femme, en tout cas tous les professionnels de santé qui sont en maternité, ça peut être la sage-femme, l'infirmière, le médecin, va questionner les parents sur l'information qu'ils ont déjà reçue. Et s'ils n'en ont pas reçue, ils peuvent la délivrer à ce moment-là ou répondre à d'éventuelles questions des parents. L'accord des parents doit être obtenu lors d'un deuxième passage dans la chambre dans l'idéal, afin de pouvoir commander de manière nominative le produit à la pharmacie hospitalière. L'injection pourra alors être réalisée d'ici à la sortie de la maternité du nouveau-né par la sage-femme, le médecin ou l'infirmière. Si l'injection n'est pas possible parce que les parents ne veulent pas, parce qu'ils veulent un délai de réflexion, ou si les ressources humaines hospitalières ne le permettent pas, une ordonnance est remise aux parents dans le carnet de santé pour une injection en ville. Le parcours d'immunisation ambulatoire correspond aux enfants nés avant le 15 septembre ou ceux nés après le 15 septembre, mais pour lequel l'immunisation ne s'est pas faite en maternité. Si les parents ont déjà une ordonnance, ils peuvent se rendre à la pharmacie d'officine pour commander le médicament, avec un délai, on disait, de 3 à 6 jours pour recevoir le médicament et faire réaliser l'injection par la sage-femme, le médecin traitant, la PMI ou l'infirmière. Si les parents ne sont pas en position d'une prescription, l'information et la prescription se fait par le médecin en charge de l'enfant lors d'une de ses consultations de suivi. Le médecin fait dans ce cas une prescription et puis on peut repartir dans le circuit ambulatoire dont on a déjà parlé. Pour synthétiser, donc il y a 2 parcours d'immunisation. Tous les nouveau-nés nés à partir du 15 septembre, l'administration est recommandée avant la sortie de maternité. La prescription se fait par le médecin ou la sage-femme, la dispensation par la pharmacie hospitalière et l'administration par le médecin, la sage-femme ou l'infirmière. Pour les nouveau-nés ou les nourrissons nés entre le 6 février et le 14 septembre ou les nourrissons vulnérables, la prescription se fait en ville par le médecin ou la sage-femme, la dispensation en officine de ville
et l'administration par le médecin, la sage-femme ou l'infirmière. Si l'administration n'a pas pu être réalisée à la maternité, le rattrapage est possible en ville. Après avoir parlé de l'organisation théorique, nous allons voir comment en pratique nous pouvons réaliser ce parcours d'immunisation à partir de l'organisation locale au CHU de Rennes. Donc, on parlait tout d'abord qu'il fallait informer les patients, idéalement en anténatal et en postnatal. Nous avons pris comme support d'information l'affiche réalisée par la Société française de néonatologie, 8 actions pour protéger mon bébé de la bronchiolite. Nous l'avons disposée sous forme de grand format dans les salles d'attente de consultation d'obstétrique, de radiologie, des urgences pédiatriques, les services de néonat, les salons des parents, les maternités, tous les services de pédiatrie, tout l'hôpital Sud. Sauf, nous avons fait imprimer des petits flyers aussi au format A5 qui sont distribués en anténatal et en postnatal par tous les professionnels délivrant l'information. Nous utilisons aussi comme support écrit la lettre d'information aux parents rédigée par le réseau Périnatalité Bretagne que nous donnons sous forme de flyer. Nous avons une problématique pour les patients ne parlant pas français, car à ce jour, nous n'avons pas réalisé de documents dans d'autres langues, parce qu'on ne parle pas tous arabe ou afghan. Et on pensait que le laboratoire Sanofi, qui est en charge de la communication du Beyfortus, allait le faire, mais en tout cas, la semaine dernière, ce n'était pas d'actualité de leur côté. À l'hôpital, donc nous avons plusieurs configurations en fonction du lieu d'hospitalisation de l'enfant. Soit il est en maternité avec sa maman sur un séjour classique, soit il est hospitalisé en néonatologie et il est encore hospitalisé où il est sorti, soit c'est un nourrisson qui vient au CHU de Rennes aux urgences, en consultation, parce qu'il est hospitalisé pour autre chose. Un protocole local a été rédigé qui reprend les informations concernant le Beyfortus et l'organisation locale. Donc la situation finalement la plus simple pour nous, c'est le cas des nouveau-nés ou des nourrissons qui sont actuellement hospitalisés en néonatologie. Donc l'injection elle est proposée à tous les enfants, quel que soit leur terme ou la pathologie pour laquelle ils sont hospitalisés. L'information elle est délivrée aux parents au cours du séjour qui a l'avantage d'être long pour les prémats, par le médecin senior ou interne. La prescription, elle se fait par le médecin de néonat dans notre logiciel de prescription, environ une semaine avant la sortie, parce que le pic sérique du Beyfortus est obtenu au bout de 6 jours. L'enfant est donc protégé avant son retour à domicile. On reçoit du coup une dotation nominative par notre pharmacie hospitalière. L'injection peut être alors réalisée le jour même ou le lendemain par la puéricultrice ou l'infirmière du service en charge de l'enfant ce jour-là, après la pose de crème d'EMLA et succion au sein ou solution de G30. La traçabilité est assurée par le professionnel de santé qui a réalisé l'injection. Dans la page 102 du carnet de santé, en tout cas ça c'est pour celui qui est édité à Rennes, je ne sais pas dans le reste de la Bretagne malheureusement, en tout cas à la page statut clinique ou immunitaire pour les maladies à prévention vaccinale, en mettant bien le numéro de lot, la date, tout ça. D'autre part, on a les enfants qui ont été hospitalisés en néonatologie. Dans ce cas-là, on a deux possibilités. Soit c'était un enfant qu'on considère vulnérable, qui était anciennement éligible au palivizumab, qu'on appelle aussi le Synagis. Donc pour l'instant, pour la première année, on va sûrement lancer le débat après pour la deuxième année, pour lequel, pour ces enfants-là, nous nous chargeons d'informer les parents. On leur envoie une lettre d'information spécifique qu'on a réalisée dans le service, à laquelle on ajoute la lettre d'information du réseau Périnatalité Bretagne. On met l'ordonnance nominative du produit et bien sûr les coordonnées du service pour que les parents puissent nous rappeler si besoin. Nous leur demandons de se tourner vers leur officine de ville pour la commande et leur médecin traitant pour l'injection. Pour les nouveau-nés non vulnérables qui sont hospitalisés en néonat, c'est-à-dire quand même un gros volume d'enfants, on ne peut pas délivrer cette information à tous ces enfants, on ne peut pas les rappeler tous à la maison. Et on compte donc bien sûr sur nos collègues de ville pour réaliser cette information, la prescription et l'injection. On parlait des nourrissons qui étaient nés après le 6 février 2023, qui passent sur le CHU de Rennes pour une hospitalisation aux nourrissons pour une pyélonéphrite par exemple, un passage aux urgences pédiatriques ou une consultation spécialisée. L'information peut bien sûr être délivrée à ce moment-là. On peut faire une ordonnance à la famille. Il y a pour les urgences pédiatriques dans le logiciel une ordonnance qui a été préfaite pour pouvoir la donner aux parents. Et on a des doses qui sont disponibles à l'hôpital pour pouvoir le faire s'ils sont hospitalisés ou lors d'une consultation spécialisée. Bien sûr, pas aux urgences parce que nos collègues n'ont pas le temps, bien sûr, pour faire ça.
Pour les nouveau-nés de maternité avec leur mère, la mise en place est plus difficile, puisqu'on a dit le dispositif est soudain et on n'a pas de ressources humaines supplémentaires pour réaliser tout ça. Donc, l'idéal, c'est que l'information elle puisse se faire dès maintenant en anténatal par tous les professionnels de santé. On réfléchissait avec les sages-femmes, peut-être en même temps que l'information du vaccin Coqueluche, qui laisse un petit peu de temps aux parents pour réfléchir au dispositif. Après l'accouchement, la sage-femme questionnera les parents sur l'information qu'ils ont déjà reçue ou pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les moyens humains ne sont pas disponibles pour pouvoir délivrer l'information et réaliser l'injection à tous les nouveau-nés. Nous allons donc concentrer nos efforts dans les prochaines semaines sur l'information et la prescription afin que la délivrance et l'injection puissent être faites en ville, même si, bien sûr, on pourra faire quelques doses, mais on ne pourra pas immuniser les 400 nouveau-nés par an du CHU de Rennes. Le pédiatre remettra donc une ordonnance de nirsevimab nominative lors de l'examen de sortie à J3 afin que les parents puissent aller commander le produit en officine et le faire injecter par le médecin traitant, la sage-femme libérale ou une infirmière. Voilà un petit peu de bibliographie. Et du coup, je voulais remercier mes collègues qui m'ont aidé à travailler un petit peu sur ce projet, le docteur Gaël Bury, qui est pédiatre infectiologue, chef de clinique aux urgences pédiatriques, le docteur Fabienne Aubin et Hélène Dumas, qui sont deux de nos pharmaciennes hospitalières, et les cadres en maïeutique, Madame Gourdel, Madame Giraud, Madame Lemaou et le docteur Chenet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci à vous. Mon collègue va vous poser les questions qu'on a eues dans le chat, à l'un et à l'autre. Donc, on a eu pas mal de questions, je vais les regrouper. La première question, ça concerne l'épidémiologie. Quelle est la part dans l'épidémie de l'année dernière de bronchiolite, enfin 2022-2023, de la part de la diminution des gestes barrières et de la dette immunitaire? Est-ce qu'on est capable de faire la part des choses ou les deux sont liés? Les deux sont liés, bien sûr. Bien sûr, il y a eu une baisse de la dette immunitaire, enfin une baisse de l'immunité globale et les gestes barrières. Je me suis permis de lire les questions, moi, et en fait, je voudrais revenir sur. On a une chance énorme, une opportunité énorme à saisir. Alors oui, c'est pas parfait. Oui, on fait ça vite, mais je vous rappelle que l'étude harmonique a permis de livrer le traitement. Elle s'est terminée en juin de l'année dernière. Et là, on est en septembre. Donc, il vient de se passer 4 mois. Avec un laps de temps très court pour tout organiser, y compris avec l'autorisation de mise de marché sur du médicament. Et donc, bien sûr, certains disent qu'il y en a qui sont sceptiques, des professeurs de médecine générale. Je vous rappelle que toutes les sociétés savantes pédiatriques, je dis bien toutes, le recommandent à 100% et elles demandent même à ce qu'on immunise les enfants nés avant le 6 février. Chose qui n'est pas possible actuellement puisque on n'a que 200 000 doses pour essayer de cet hiver et je vous l'ai montré, on va essayer de cibler les nouveau-nés les plus petits. Donc vraiment, il faut essayer d'être positif en disant attendez, on a un nouveau traitement qui est en plus gratuit, alors bon, on va finir par le payer, mais qui est gratuit pour 200 000 enfants. Et donc peut-être oui, tout n'est pas parfait, mais il faut essayer d'être positif, partir de l'avant en disant allez, on va y arriver, oui, ça va nous demander du boulot en plus, mais soyons optimistes. Oui, comme vous l'avez dit, là, toutes les sociétés savantes sont favorables. Justement, en termes d'indication, il y a des questions qui portent sur les enfants qui sont soit nés avant le 6 février, soit qui ont des antécédents de bronchiolite ou des prématurés qui seraient aussi nés avant le 6 février. Alors oui, ça c'est un vrai problème. Nous, on a envie de les vacciner, enfin de les immuniser, pardon. On a envie de le faire parce qu'ils le méritent en fait. Mais pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Et alors, il faut bien se dire qu'on est sur une première épidémie, enfin une première campagne, et probablement les choses vont changer. L'État français n'a commandé que 200 000 doses pour 600-700 000 enfants. Donc, ils sont déjà partis sur un réussi pour 2 qui vont refuser ou qui ne vont pas le faire. Donc, pour l'instant, on va déjà partir là-dessus. Espérer que ça marche chez le tout petit. Et puis, si on peut, voilà, la Société de pneumopédiatrie, la SFP, a demandé aux autorités de santé de détendre pour tous les enfants de moins de 1 an dans des communiqués récents. Et donc, pour l'instant, voilà, ce n'est pas possible, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines qui vont venir. Et pour l'instant, si vraiment vous avez besoin, c'est le Synagis qui est recommandé malheureusement quand on est né avant le 6 février. Concernant les effets indésirables, donc est-ce qu'il y a un risque anaphylactique? Et la deuxième question, au niveau de la fièvre, est-ce que c'est une fièvre qui est intense et est-ce qu'on pourrait confondre avec une infection néonatale? Alors, je peux répondre sur le risque anaphylactique et même sur la fièvre. Les études ont montré un profil de tolérance excellent.
l'anaphylaxie, elle est rarissime. Il n'y a pas de plus de risque que quand vous donnez une pipette de Doliprane, en fait, hein, s'il faut retenir ça. C'est-à-dire qu'il y a un risque toujours, mais il est vraiment très modéré. Il est largement en faveur de la balance bénéfice plutôt que le risque. Et la fièvre, non, elle est décrite comme modérée. Rare. Faut pas vous dire il va avoir de la fièvre, il va avoir un bouton et il va faire un choc anaphylactique. Donc bien vraiment, on va essayer de regarder le verre du côté plein et plutôt que vide. Hein. Il est extrêmement bien toléré. Il n'y a pas d'effet secondaire et ça va peut-être vous arriver une fois sur tous ceux que vous allez faire. Donc non, on partez pas en les prévenant en disant attention, il va avoir de la fièvre, il va être. Enfin, c'est pas comme le vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Hein. On n'est pas du tout sur ce registre-là. D'accord. Il y a une question. Me permet de compléter peut-être pour la fièvre, puisque c'est vrai que pour les nouveau-nés, nous, le message vraiment en maternité, c'est de dire si un bébé a plus de 38 de température à moins de 3 mois, il doit se rendre aux urgences pédiatriques pour justement une suspicion d'infection néonatale bactérienne qui est plus précoce là. Mais donc le message qu'on essaye de faire passer, c'est oui, la fièvre, c'est 0,2% et c'est modéré. Mais si votre nourrisson de moins de 3 mois, même s'il a eu l'injection, il doit aller aux urgences s'il a de la fièvre. Voilà. Concernant l'efficacité, est-ce qu'on pourrait imaginer que le Beyfortus aurait une incidence sur la diminution des bronchiolites de toute cause? Oui, dans l'étude Harmonie, c'est ce que ça a montré. Hein. Il y a beaucoup moins de passages, de passages aux urgences et d'hospitalisation. Et donc, il y a une qui précise que l'étude n'est pas terminée. Alors, l'étude, les résultats principaux sont quand même sortis. Donc, je pense que là, on peut être rassuré là-dessus. Hein. Voilà, ça a marché et ça a excessivement marché, même si on n'a pas inclus le nombre nécessaire de patients. Et donc, même avec ce faible nombre de patients, on a eu des résultats extraordinaires. Donc, je pense que là-dessus, on n'a plus de doute à émettre. Là, et comme vous l'avez indiqué, il faut immuniser le plus tôt possible. Là, il y a une maman qui voulait attendre 3 mois, mais j'imagine que ça n'a pas d'intérêt. Et après la période épidémique, j'imagine qu'il n'y a pas d'intérêt non plus d'immuniser. Non, alors la discussion, c'est est-ce que c'est vrai que nous, à Brest, on a un petit retard sur l'épidémie, donc ça dure que 5 mois. Si l'épidémie est tardive, voilà, on risque de passer à côté, mais on ne va pas pouvoir tous les prendre en octobre. On ne va pas tous les injecter, donc je pense qu'il faut commencer maintenant. Voilà, tant pis. Si le pic est comme d'habitude, il est avec le Beaujolais nouveau. Après les vacances de la Toussaint, en général, c'est là que ça commence. Et en décembre, janvier, c'est le pic. On les aura, ceux-là, ils seront protégés. Donc, on n'a pas le temps d'attendre. Je pense qu'il faut le faire maintenant, même si on a une épidémie tardive, mais bon, c'était le Covid, ça ne marchera pas. Mais il n'y a pas de raison, on n'a plus de masques cette année. Oui, en plus, j'ai cru entendre des collègues à vous dire qu'il y avait quand même une rémanence de l'effet au-delà de 5 mois, hein, avec encore des anticorps présents dans le sang jusqu'à 8 mois. Donc, on peut quand même, on peut espérer une immunisation même au-delà des 5 mois, je pense. Oui, et puis, excusez-moi, c'est vrai que dans 5 mois, peut-être que l'épidémie, elle sera passée et que les formes les plus graves, c'est vraiment pour les tout petits nourrissons. C'est eux qui sont hospitalisés parce que tous les moins d'un mois qui ont une bronchiolite qui sont hospitalisés, c'est ceux-là qui vont en réanimation pour des apnées. Et donc, c'est vrai que l'intérêt de le faire le plus tôt possible, c'est de les protéger au plus tôt pour que, c'est vrai que si on arrive à le faire en maternité, quand ils vont croiser leurs grands frères et leurs grandes sœurs qui leur crachent dessus à J7, ils sont déjà protégés. Pour une question d'organisation dans les maternités, pour les prématurés, il est recommandé d'injecter une semaine avant la sortie. Mais souvent, la sortie, on ne la connaît pas à l'avance. Est-ce que vous recommanderiez de faire à J3 automatiquement? Alors, il y a préma et préma, c'est bien ça le problème. Le prématuré qui naît à 24 semaines, il va passer 3 mois, 4 mois chez nous. Et J3, bien sûr, que non, parce qu'il fait 500 grammes, qu'il est trop petit. L'avantage pour ces bébés-là, c'est que la sortie, on la voit se profiler un peu, quitte à le faire un petit peu plus tôt. Si on se dit il doit sortir dans 8 jours, en fait, il sort que dans 15 jours, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il soit protégé un petit peu plus tôt que trop tard. Par contre, le bébé qui est en néonat pour un ictère ou des choses comme ça qui ont de toute façon pas un séjour d'une semaine, ça, bien sûr qu'on ne peut pas le faire une semaine avant la sortie. Donc, il faut s'adapter un petit peu aux patients qu'on a en face de nous. Et c'est vrai que le délai d'information et d'injection n'est pas le même pour tous les enfants. Des questions vous avez déjà répondu, mais les sages-femmes peuvent prescrire et administrer depuis vendredi, le texte est sorti vendredi. Est-ce qu'au niveau de la lettre réseau du réseau de périnatalité, l'information, c'est une question qu'on a, va être actualisée, vous savez?
Oui, enfin là, pour le coup, moi, je vais reboucler avec le réseau Périnate, mais oui, ça va être actualisé. Ils avaient sorti leur lettre avant le décret, donc oui, là, on pense que ça va être réactualisé et réenvoyé aux professionnels. Je vais voir ça avec le réseau. Voilà. Un dernier point sur la logistique, c'est vrai que toutes les maternités, enfin toutes les PUI ont reçu des doses depuis déjà plus d'une semaine. Et au niveau des pharmacies d'officine, elles ne stockent pas le produit. Donc, il faut à peu près, tout dépend si c'est commandé un samedi ou si c'est un week-end ou pas entre, mais il faut compter à peu près entre 3 à 6 jours pour une livraison, comme vous l'avez dit, nominativement. Et la dernière question, c'est quid après les 200 000 doses? Comme vous l'avez dit, si on arrive à… toujours pas possible. Si on arrive à immuniser 200 000 enfants, comme vous l'avez montré dans les études, ça va diminuer énormément les nouveau-nés ou nourrissons, ça va énormément diminuer les recours aux urgences et aussi les hospitalisations. Ok, alors je ne sais pas si les docteurs Lefebvre et Cresson ont des choses à ajouter sur tout ce qui s'est dit, peut-être des questions qu'il n'y aurait pas eu et auxquelles vous auriez eu envie de répondre. J'ai aperçu une question concernant la durée de conservation du produit. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, ça se conserve 15 mois au frigo. Et à partir du moment où c'est sorti du frigo, on peut le garder 8 heures à température ambiante. Donc, si on le commande à la pharmacie, comme un vaccin, on le met au frigo et puis on l'emmène pour aller faire l'injection. Et à l'abri de la lumière. Oui, maintenant, les pharmacies nous donnent des petites pochettes isothermes. Là, c'est bien pratique. Je pense que ça le met à l'abri de la lumière. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a épuisé les questions. On est à peu près dans le timing. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Alors, on remercie beaucoup les deux orateurs qu'on a sollicités tard et qui se sont vraiment mobilisés pour faire ces présentations. On les remercie chaleureusement. Et puis, on vous remercie tous aussi de vous être libérés. Alors, je vois un dernier. On vous remercie tous de vous être libérés pour ce webinaire et on vous rappelle, je l'ai mis dans le chat, mais qu'on vous mettra les deux supports de présentation et l'enregistrement de ce webinaire sur le site de l'ARS. Merci à tous et puis bon après-midi, bonne fin de journée.